Salut les amis, bienvenue dans le Jet de Luxe. Aujourd'hui on décolle avec un roi de la danse sur patin à glace, chers amis. Monsieur Philippe Candeloro est avec nous. Salut Philippe, ça va? Comment tu vas? Je passe un coup de fil. Non, je vais dire au pilote, on va sur Québec. Il y a de la glace à foison, donc on y va. Ah, okay. T'as raison. Voilà, je suis attendu pour un spectacle. Et, je me doute bien, bah oui, on va en parler, bien sûr. Ça cartonne en plus. Et il est classe ton jet. Hein. Ça vous plaît? Putain, la vache, ça paye bien ton boulot là. Ah, ça cartonne, c'est génial. Je suis multimillionnaire. J'aurais dû faire ça comme boulot. Patineur, ça rapporte pas autant. Ça rapportait pas assez? Non. Ah, vous inquiétez pas. Je vais vous emmener avec moi dans mes petits plans. Allez, Philippe, c'est parti. Voici le plan de vol de l'émission. Et on commence tout de suite avec l'identité du passager. On va essayer d'en savoir un peu plus sur vous. D'où vous venez, qui vous êtes, ce que vous nous cachez, le survol de votre carrière, évidemment, tout ce parcours que vous avez eu, comment vous avez réussi dans le patinage. Check-up santé pour savoir comment il va notre filou. Il y a des petits soucis de santé, je crois. Surprise du pilote, on verra s'il vient nous voir. Et puis évidemment, le 7e ciel pour savoir comment ça se passe niveau amour avec Philippe. On n'est jamais déçu, il y a toujours plein de choses croustillantes. La classe à faire, c'est le pognon. Et on terminera avec la zone de turbulence. Allez, nom de famille Candeloro. Prénom Philippe. On vole juste au-dessus de votre ville de naissance. On est où? Ah ouais, bah c'est Colombes. Colombes. C'est Courbevoie, ma ville de naissance. Côté. Voilà, et Colombes, c'est à côté. Exactement. Colombes, c'est là où j'ai démarré ma vie de sportif. Ouais. Date de naissance 17-02-72. 53 ans. 53 ans, vous voulez mon numéro de carte vitale aussi? Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Allez, petite photo de la famille de la maman. Ça, c'est la maman. Ouais, la maman. Elle s'appelle comment? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Elle habite en Bretagne maintenant. Elle est en Bretagne. Côte d'Armor. Maman poule? Bah, maman poule, bon, elle a eu 3 garçons et une fille, donc forcément, je pense que quand on est une famille nombreuse, c'est difficile d'être maman poule ou papa poule, en fait. En plus, à l'époque, elle cumulait 2-3 boulots pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. C'était galère, ouais. Bah oui, parce que en plus moi qui faisais du patin, ça coûtait cher, donc il fallait pas, on va dire, déstabiliser le reste de la famille tout en continuant à s'occuper de son travail. Donc vous êtes maman forte en fait, maman forte qui travaille beaucoup et qui est toujours en pleine forme parce qu'elle est toujours active. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Elle est proche de vous encore aujourd'hui? Ah bah nous, on essaye d'être proche d'elle, même si elle est partie à 650 km de la région parisienne, donc c'est pas facile, mais elle a tout ça, on y va tout le temps. En famille, frères, sœurs, neveux, nièces, tout ça, c'est sympa. Des fois, on est à 20 autour de la table et c'est elle qui fait à manger, c'est elle qui fait ses courses, c'est elle qui prépare tout. Ah, donc elle est à fond, quoi. Ah, bah, elle est à don. Enfin, on est content de l'avoir et surtout de l'avoir en pleine forme parce que c'est ça, ouais. C'est pas si simple, voilà. C'est l'angoisse qui est quelque chose, c'est toujours ça, quoi. À 80 ans, bon, bah voilà, nos parents, quand ils ont 80 piges passés, on est content qu'ils soient arrivés jusqu'ici, mais si en plus ils sont en bonne santé et qu'ils sont encore en autonomie, c'est génial. Ça, c'est sûr, c'est bien. Alors, si vous dites ça, c'est parce que vous avez perdu votre papa, cher Philippe. Lui, il avait 65. 65, ouais, donc c'est super jeune. C'est super jeune. Et il s'appelait Luigi. Luigi, c'est ça. Et là, récemment, elle a perdu belle-maman, qui avait 76. D'accord. Mais du coup, voilà, avec un Alzheimer long et tout, donc ça, c'était plutôt embêtant, parce que tu vois les gens, on s'abîme les uns et les autres, pour essayer de les soutenir, mais celui qui est l'aidant, ma femme, elle a beaucoup morflé ces derniers temps. Ça a été compliqué, ouais. Ouais. Bah maintenant, après, voilà, le plus dur, on va dire, est peut-être passé. Il y a des moments un peu de nostalgie qui reviennent, et ce qui est normal. Mais voilà, on va essayer de passer à autre chose. Votre père, comment vous l'avez découvert qu'il avait un cancer? Je crois parce que je crois que vous y êtes pour quelque chose, non? Vous avez Non. Alors moi, mon père, quand il a déclenché ces maladies, bon alors déjà il y avait des chocs émotionnels quand mes parents ont décidé de divorcer. Il s'est retrouvé un peu seul à la maison. Je pense qu'il a pas bien vécu la chose. Ma mère, moi, elle avait vite refait sa vie. Moi, j'étais toujours en tournée aux États-Unis à cette époque-là, donc c'était mes frères et sœurs qui s'occupaient un petit peu des rendez-vous médicaux. C'est vrai que le seul regret que j'ai, c'est peut-être pas avoir assez poussé la recherche d'être conseillé par des bons médecins, en fait. Ouais. Parce que, tu sais, la recommandation, c'est super important aujourd'hui. Si t'es pas recommandé, déjà, t'as pas de rendez-vous tout de suite. Quand tu veux un docteur sur un Doctolib, là, c'est 3 plombs, c'est clair. Dis, je prends pas de nouveaux patients, donc en fait, bon, à l'époque, c'était pas encore ça. On arrivait encore à lui faire des examens, mais je crois qu'il a beaucoup souffert sur les examens préliminaires parce que c'était un cancer de la prostate. D'accord, ouais, c'est ça. Donc, tout ça fait que, alors quand tu dis à un mec, bon, il faut arrêter de fumer, monsieur. Faut arrêter de boire. Tu pourras plus avoir d'érection, tu pourras plus faire ceci, tu pourras faire cela. Je pense que lui, il s'est senti un peu démuni, fatigué de la vie en disant qu'est-ce que j'ai encore à profiter.
Et je crois qu'à la fin, même son cancer était guéri, mais voilà, il avait une poche, c'était compliqué. Enfin bon, voilà, c'est. Il en avait marre. Vous, ça a été un passage très compliqué pour vous, la perte de votre père. Ouais, bah oui, parce que bon, voilà, c'était le patriarche. J'étais pas encore. Enfin, j'étais papa de Luna, notre première fille, et ma femme était enceinte de la deuxième, Maya. Maya est née une semaine après le décès de mon père, donc cette espèce de contradiction de la vie, en fait. Et lui, il disait toujours, de toute façon, il pensait qu'on lui cachait la naissance de Maya parce qu'il disait, dans les Italiens, c'est un qui arrive, un qui part. Ah, d'accord. Okay. Il était persuadé que c'était son tour. Il a beaucoup insisté pour que j'aille le voir à la clinique là ces derniers jours. Moi, j'étais en stand-by, j'étais en transit États-Unis, France. Je suis allé le voir, mais j'avais pas envie en fait, parce que je savais qu'il attendait ça pour pouvoir partir. Ah ouais, vraiment. Voilà, donc du coup, ça s'est passé comme ça. Je lui ai donné sa dernière cuillère de soupe et 48 heures après, on me rappelait aux États-Unis en me disant qu'il était parti. Voilà. Enfin, il s'est éteint en fait. D'accord, ok, il s'est laissé partir. Il s'est laissé partir parce que je crois que les médecins disaient il avait plus rien pathologiquement au niveau de sa maladie. Mais voilà, et je pense qu'on saura ça quand ça sera notre moment de partir à nous aussi. Ouais, c'est un moment où comment tu décides. On lâche tout quoi, puis on se dit, voilà. Oui, parce que voilà. Bon, après maintenant, voilà, ça fait 20 ans. On est on pense toujours à lui, on est content. Puis il avait une sacrée bouille. Ce qui nous inquiète, mes frères et moi, c'est qu'on commence de plus en plus à lui ressembler, physiququement parlant. Alors justement, il y a plus de cheveux, les dents partent en couille. Enfin bon, c'est petite beau-frère. Vous avez une grande famille, Philippe? Bah j'ai 2 frères et une sœur. Ouais, 2 frères et une sœur. Ma sœur est l'aînée. Vous avez été comment vous comment dire, enfin la notoriété par rapport à la famille, comment ils l'ont vécu? C'est plutôt été quelque chose qu'ils ont bien pris ou ça a été complexe? Bah, moi, je pense qu'il y a eu au moment de l'éclatement, c'était l'île Hammer en 94, il y a eu une espèce de explosion volcanique qui pour eux était de dire, ouais, putain, finalement tous les efforts qu'on a fait, tous les sacrifices, parce qu'eux, ils ont moins bien profité que moi, finalement. Et je pense qu'il y a eu un investissement familial important sur ma carrière, sans que je m'en rende compte, sans qu'on me le reproche, sans qu'on me fasse le moindre reproche possible. Mais quand il y a eu cette médaille, ils se sont sentis un peu investis de cette réussite, en fait. C'était une fierté pour eux de dire bon, on n'a pas fait tout ça pour rien. Voilà, il y a eu la médaille. Après, la notoriété, c'est encore autre chose. C'est que on parle que de vous, on parle que de moi. De toute façon, que ce soit mes frères, sœurs, ma mère, mon père, je pense qu'ils étaient très fiers de cette notoriété parce que ils m'ont accompagné c'est leur nom qui. Candeloro, bien sûr. Candeloro qui est valorisé. La reconnaissance pour les parents, pour les frères, les sœurs et encore plus pour ma femme derrière, c'était compliqué parce qu'en fait, je suis un espèce de pare-soleil pour tous ceux qui sont à mes côtés en fait. Ouais. Un pare-soleil même qui fait de l'ombre parce que c'est pas que ça les empêche d'exister parce qu'ils ont tous leur boulot, ils sont tous. C'est que quand vous êtes avec eux, il y en a que pour vous quoi. Bah c'est ça. Et puis même parfois quand on dit vous êtes le frère d'eux, ça efface un peu leur identité. Bah ouais c'est ça. Ouais. Et en plus pour Olivia qui est compliqué parce qu'en plus elle fait un boulot qui est dans le même domaine que moi. Enfin que nous on travaille ensemble donc forcément c'est dommage parce qu'en fait ça efface les compétences des uns et des autres. Ça je m'en veux mais en même temps j'y suis pour rien. Même si demain moi je voulais me mettre en retrait de toute façon le nom changera pas ça changera pas. Ouais, ça changera rien du tout. Le résultat sera le même. Donc bon, on a essayé de mener de front en fait ce combat qui était de dire t'as une identité, t'es la cas de force majeure de la famille, mais il faut essayer de faire exister les autres parce que moi de toute façon je peux pas tout faire tout seul. Hein. Le survol de la carrière de Philippe Candeloro, c'est parti avec champion du monde. Oui, regardez, c'est beau ça. Alors ça, je sais plus ce que c'était une médaille. Ça c'est l'île Hammer, c'est la médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques c'est une médaille particulière. Hein. Tu peux avoir été 3 fois champion du monde si t'es pas médaille olympique ou champion olympique. Ta carrière, il y a un petit goût de saveur que t'as pas. Alors, bien sûr. Certains sports n'ont pas la chance d'être olympien. Donc du coup, d'être olympique, pardon. Du coup, c'est moins péjoratif et c'est moins, on va dire, c'est moins contraignant parce que tu sais que tu feras jamais les Jeux. Ouais. Tu vois. Nous, on sait moi, je me suis battu, aller à l'entraînement tous les jours, et des championnats, et des échecs, et des réussites, des machins, parce que l'objectif, c'était de dire, un jour, j'irai aux Jeux Olympiques. Ouais. Je les ferai. Est-ce que je serai médaillé ou pas? Ça, c'est encore une autre question. Moi, j'ai eu la chance, 94, ça explose, et tout explose en même temps. Ça a été un carton. C'est vrai que vous êtes arrivé dans les écrans des gens. Les gens vous ont aimé aussi très, très rapidement.
Alors oui, puis il y avait surtout ce personnage du parrain qui était aussi très emblématique pour les gens, parce que le parrain à l'époque c'était un film célèbre, connu, la musique très peu utilisée dans le patinage, et c'était en référence justement à mon père italien. D'accord, ok, ça je savais pas. Voilà, bah oui, parce que derrière tout ça, on a fait une cassette vidéo qui s'est vendue à 27 000 exemplaires avec France Télévisions. C'était la cassette d'or de l'année. Et on a fait un documentaire de 52 minutes qui s'appelle Candeloro Story. On a fait un quart d'heure sur l'état d'esprit des Italiens, des Rital. On est retourné au village de mon père, on nous voit en train de faire du scooter, en train de regarder les femmes qui enfilent les feuilles de tabac à sécher. Tu vois, c'était vraiment un très beau reportage. Vous vous êtes fait peur avec le patinage, Philippe Candeloro? Alors peur dans quel sens? Bah, est-ce qu'il y a des fois où vous vous êtes dit, mais je vais me foutre en l'air, quoi, si je continue, ou il y a des choses que vous avez faites qui auraient pu être dangereuses, ou... Si je commençais maintenant à 53 ans, oui. Ouais. Par contre, quand tu commences à l'âge de 8 ans, le danger, tu le connais pas, t'as une espèce de dextérité, une aisance à glisser, machin, et c'est pour ça que mon prof m'a repéré, André Brunet, il a dit, putain, ce gamin, il a des aptitudes, faut que j'en profite. Donc, et ça vient progressivement. Le danger, il est quoi? Alors évidemment, quand tu pars sur un triple axel, t'es à peu près à 30 à l'heure sur un départ de saut. Si tu pars de travers comme ça, et que t'es à même pas 10 mètres de la balustrade, bah, tu peux pas te récupérer. Donc en fait, oui, des peurs, on en a eu. Le saut périlleux, c'est pareil. Je suis déjà tombé sur la tête, mais quand t'as 20 ans, tu t'en mets vite. Ouais. Le plus dur là, c'est plus tu vas vers l'âge où c'est un peu critique sur les ans, c'est ta capacité à réagir vite. La réactivité est parfois importante et parfois vaut mieux pas réagir. Aujourd'hui, c'est compliqué des fois? Ah oui, c'est plus compliqué pour moi parce que je perds mes sens, c'est-à-dire sens d'équilibre, sens de la vue et l'ouïe. Nous, dans les rotations, c'est très important. C'est comme une oreille interne, si elle commence à déconner, ça va être compliqué. Donc moi, les triple sauts, ça fait déjà maintenant 5-6 ans que j'en fais plus. Vous faites plus de triple saut, c'est plus possible. Puis même, j'ai plus la même puissance pour sauter suffisamment en hauteur et je me fais peur. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir peur dans le sport, tu commences à détailler chaque élément technique ou chaque position technique d'un saut ou on va dire, d'un élément technique, et là, c'est mort. Parce que tu réfléchis. Parce que des fois c'est dans le timing, tout doit être fait en technique avec tout ce feeling que tu avais où tu n'avais même plus besoin de réfléchir. Moi, quand je partais un triple saut ou un triple axel, bah voilà, c'était bing, tu avais ça à penser, ça à sauter, tourner. Là aujourd'hui, si je commence à dire alors il faut te mettre comme ça, il faut faire comme ci, il faut pas te blesser, surtout que depuis que j'ai eu les opérations des hanches, je suis un peu plus en flip. D'accord, ok, ouais, parce que j'ai peur de mal tomber et de me décaler la hanche et de ressortir avec ma jambe sur l'épaule. L'horreur, la scène d'horreur. Vous avez eu un souci en 2009, vous vous êtes fait escroquer, c'est vrai cette histoire? Alors, c'est un mec qui s'est barré avec la caisse. On était en train de préparer la tournée d'adieu de Philippe Candeloro, qui était de retracer en fait l'ensemble des personnages que j'ai pu faire sur glace, en passant par Lucky Luke, Le Parrain, D'Artagnan, Brevard, Matrix, c'était une nouveauté que j'avais pas encore fait en compète. Et effectivement, cette tournée marchait très très bien. Elle était douloureuse à démarrer parce qu'il fallait du financement. Je me suis associé à une personne qui avait un chapiteau qu'il devait mettre à disposition pour l'ensemble de la production. Il devait apporter du cash qu'il n'a jamais apporté. Donc en fait, le début de la production a été assez douloureux. D'accord. Mais ça a quand même fait 230 000 spectateurs à l'époque. Donc c'était quand même 12 millions de chiffre d'affaires. Et on s'est demandé pourquoi ça n'arrivait pas à s'équilibrer. Parce que le gars, il nous mettait toujours un peu en limite de paiement pour dire il faut continuer. On a eu le gérant de société qui est mort d'un cancer foudroyant. Donc c'est ça qui a foutu un petit peu le bordel, parce que ça nous a obligés à mettre un petit peu plus le nez dans les affaires. Et du coup, on a découvert pas mal de choses. Et quand le gars, il a vu ça, l'associé avec qui on était associés dès le départ, en fait, il s'est dit, voilà, ça sent mauvais. Moi, je prends mon dû. Il a fait, sur le ligne mort du gérant, il a fait un pain faux. Pour moi, je dis c'est un faux, parce qu'on a été obligé de l'attaquer en justice derrière, parce qu'il a quand même arnaqué des spectateurs qui avaient acheté les billets pour venir me voir. Ah, d'accord. C'est l'année où j'ai essayé de réparer un minimum ce préjudice envers le public, parce que pour moi, le public, c'est ce que je dois respecter le plus, et c'est ce que je respecte le plus depuis plus de 30 ans maintenant. C'était pouvoir les dédommager, pas financièrement parce que j'avais pas la somme, puisque même lui il m'avait escroqué de l'argent. Donc d'accord, ok. J'avais investi quand même 150 000 euros dans cette tournée. Vous avez perdu 150 000 euros. Bah, c'est parti en fumée. Et en plus, il y a comme je savais qu'il y avait pas beaucoup d'argent dans la prod, il fallait préserver les salaires des artistes et l'ensemble de la prod pour que ça puisse continuer. J'étais pas payé.
quand je patinais et tout ça. Donc, et vous avez porté plainte? Ah ben on a porté plainte. Lui avait porté plainte avant moi parce que quand j'ai su que tout s'arrêtait et que je voulais réparer le préjudice, je me suis associé à Holiday on Ice pour repartir en tournée en 2010. D'accord, ok. Voilà. Et je l'ai fait dans le seul but, de pouvoir me récupérer un petit peu financièrement et surtout d'inviter les gens qui avaient été arnaqués par ce monsieur pour les dédommager. Alors il y en a qui ont dit à 75% les gens sont venus me voir Holiday on Ice, mais c'était pas Holiday on Ice qui voulait voir, c'était Candeloro, c'était Hello and Goodbye. Ah ouais, d'accord, ok. Donc c'était compliqué parce que je me suis toujours senti un petit peu frustré de pas satisfaire 100% des gens. Ouais. Mais c'était indépendant de ma volonté. Du coup, on a porté plainte et lui a porté plainte parce que dans l'histoire, je suis obligé de raconter pourquoi je suis à Holiday on Ice en 2010. Il a porté plainte pour diffamation en plus. Voilà. Donc on a réussi à faire péter la diffamation et on a attaqué, on a gagné en première instance, deuxième instance, troisième instance en cassation, lavé de tout soupçon le gars. Voilà. Incroyable. Encore une histoire de justice qui m'a mis un petit peu amer parce que même mon avocate, Maître Novakovic, sur ce dossier, elle avait dit j'ai jamais vu ça de ma vie quoi. Sylvie Novakovic. Ouais. Extraordinaire, j'adore cette femme. Bah oui, elle est mais incroyable. Donc voilà, cette histoire elle nous a laissé un goût amer, mais en même temps c'est ce que je dis à Olivia, je dis bon, on est passé par là. Femme, ouais. Voilà, Olivia, ma femme, qui était la directrice artistique du spectacle, elle, c'est pareil, elle a beaucoup souffert parce qu'on y a mis notre cœur. C'était 230 000 spectateurs. C'était un gros morceau. Il y avait une belle piste. Les gens ont adoré ce spectacle. Et c'est dommage que ce soit fini en queue de poisson. Parce que c'était une belle prod et on l'a fait. Voilà. On va rester avec ça comme souvenir. Si on vous connaît aussi, c'est parce que vous formez un super duo avec une personne qu'on aime beaucoup. C'est Nelson Montfort. Mon Nelson. Ah bah oui, surtout en plus on continue. Alors, on a bossé 19 ans à 20 ans même parce qu'on avait fait une session avant. À France TV. À France Télé. Pour France Télé, on va dire. Tu vois. Je sais pas, il y a une nuance entre pour et à. Ouais. Tu vois, pour France Télé, bon, toi, ça s'est arrêté un petit peu rapidement. Je trouve que moi, par exemple. Sur ma fin de contrat, déjà ils ont anticipé la rupture, on a dû négocier un petit peu le manquement de contractuel, ce qu'on a négocié, mais vraiment des clopinettes. C'était pour le but. Enfin, c'était le but, c'était voilà. Ça s'est mal fini. C'est pas que ça s'est mal fini, c'est que bon, on a eu l'impression que Nelson, lui, c'était sa retraite. Donc on l'a mis dehors, mais ils auraient pu être plus constructifs dans le sens où dire ok, comment on fait pour garder Philippe, Nelson et Annick, notre comparse féminine, pour les emmener au moins jusqu'à Milan. Voilà. Et sachant en plus qu'il y a les Jeux en 2030, ils auraient très bien pu trouver une solution. Alors on comprend l'aspect juridique et social par rapport à un gars qui peut plus être payé par le service public après 70 ans. Ce qui était le cas de Nelson. Mais moi, j'aurais pu continuer. 2, on aurait pu trouver des solutions pour produire une émission. C'est-à-dire que vous, ils vous ont sorti aussi, en fait, par la même occasion. Oui, moi, je suis un dommage collatéral, en fait, à la sortie sociale de Nelson, qui était par obligation de partir à la retraite. Après, vous, il y avait eu pas mal de trucs, ça a commencé à chauffer, en fait, par rapport pas vos prises de position, mais des fois certaines phrases qui plaisaient pas à France Télé, ou dans l'époque dans laquelle on est, il y a eu ça aussi, si je me trompe pas. Je pense qu'on arrivait dans une époque, de toute façon, depuis 3-4 ans, on s'auto-censurait, donc on devient aussi moins marrant, on était un peu soporifique nous-mêmes, mais c'est pas nous, en fait, c'est qu'on on nous faisait sentir, on sentait aussi que sur les réseaux, dès qu'on sortait un truc, ça prenait des proportions énormes, alors que nous, on cherchait à quoi? À conserver nos 1,2 million, 1,4 million 100 000 téléspectateurs qui nous suivaient, qui écoutaient le patin plus qu'ils le regardaient. Et voilà, donc on faisait notre taf, à la performance de la médiatisation de mon sport. C'est pour ça que j'ai continué autant de temps. Et puis sur la fin, bon, ça a été un peu, allez, on balaye les deux. Comme ça, on est débarrassé d'éventuellement de devoir aller défendre si jamais il y avait un dérapage. Connerie, Surtout que le dérapage aujourd'hui, c'est juste un petit, tu vois, c'est pas un. Ah ouais, en 2 secondes, c'est gagné. Voilà. Donc je crois que ils se sont dit bon finalement, ça va peut-être nous rendre service le départ à la retraite de Nelson. Ceci étant dit, c'est qu'aujourd'hui, ils nous ont remplacés par trois femmes qui commentent le patinage et qui apparemment ne font pas l'unanimité. Ça, c'est quand même dommage et préjudiciable pour mon sport, parce que quand tu perds 700 000 téléspectateurs entre ce qu'on faisait nous et ce qui est fait aujourd'hui, il faut peut-être se poser des questions. Et moi, je leur dis, il faut peut-être vous rendre à l'évidence que vous avez peut-être fait une erreur. Mais ça, je pense qu'ils l'accepteront jamais. Surtout qu'en fait, Nelson, ils avaient déjà essayé de le virer, si je me trompe pas. Et vous aviez été là pour le sauver, si je me trompe pas. Non, c'est que, de toute façon, ils savaient qu'il était sur la sellette à partir de ses 70 ans. Moi, j'avais surtout dit, mais attendez, Nelson, vous pouvez pas le sortir à 1 an et demi des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est au moins sa sortie. Les Jeux de Paris, c'était sa sortie, donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tenu jusque là. Après, on comprend que voilà, si c'est une loi, faut la respecter.
Le fait de pas pouvoir payer un salarié au-delà de 70 ans sur le service public, bon bah voilà, maintenant c'est fait, on passe à autre chose. Et avec Nelson, on est très content parce qu'en ce moment on est au théâtre et puis on continue notre vie et on retrouve notre liberté d'expression. Avec sa patine à Tokyo. Voilà. Comment vous l'avez vécu, vous, la sortie de France Télé? Ça a été dur ou pas, sincèrement? Le seul truc, non, parce que de toute façon, ça faisait 1 an, ils nous avaient envoyé un préavis. Donc, on savait que de toute façon, ça allait s'arrêter aussi pour moi. Au début, je disais, ouais, mais si vous remplacez les sols par quelqu'un d'autre, moi, par solidarité, je suis pas convaincu de pouvoir continuer. Sauf si vous me mettez une personne qui est capable de répondre à mes blagues potaches. Ouais. Parce que c'était ça, le duo. Bah oui, c'est ça. Nelson, avec son autodérision et son côté un peu coinsos à la ouais, c'est ça, ouais. ça faisait match. Donc, si c'était pour aller vers quelqu'un, puisque le souhait de France Télé, c'était quand même de mettre une animatrice journaliste féminine. Donc il fallait aussi que je me peut-être serais retrouvé entre 2 femmes, mais il fallait que ces 2 femmes correspondent un petit peu au sens de l'humour qu'on aurait apporté tous les 3. Et je veux dire, je sais m'adapter. Moi, je suis pas un connard qui reste figé sur son truc. L'important, c'est de satisfaire l'audimat. On est tous à la chasse de l'audimat à un moment donné. C'est clair. Tu fais pas ça pour juste tes parents qui vont te regarder parce qu'ils sont contents de te voir à la télévision 2 ou 3 fois par an, quoi. Non, je l'ai mal vécu plus. Je dirais, ouais, moi, on m'a pas invité au pot de départ de Nelson, à France Télévisions. On m'a pas non plus fait un hommage quelconque pour dire merci Philippe. Toi, le côté merci. Ou le dire, si on t'invite, c'est que on pense que t'as fait du bon boulot pour la chaîne. Donc, bon, voilà, après, j'ai tellement d'autres satisfactions. Moi, la satisfaction, c'est quand je sors dans la rue et que j'ai l'impression que les gens, ils disent, qu'est-ce que vous nous avez fait rêver? C'est ça. C'est plus ça. Et donc, du coup, la nouvelle présentatrice, elles sont plusieurs, hein, c'est bien ça? Elles sont 3, ouais. Elles sont 3, c'est pas foufou, quoi. Bah, ils ont gardé Annick, qui était notre voilà. Donc ça, c'est aussi une incompréhension de la part du public. J'ai pourquoi avoir enlevé Nelson Philippe et finalement pas être reparti complètement à zéro. Ils ont pris donc Nathalie Péchala et Marie-Christelle Maury. Qui est l'ex-compagne de Jean Dujardin. Exactement. Et puis ancienne présidente de la Fédé et puis collègue, on va dire, c'est une collègue patineuse. Donc, elles connaissent leur sujet. Il y a pas de problème. Peut-être un peu moins Marie-Christelle, je trouve que comparé à Nelson, la manière dont c'est fait, c'est là où c'est moins bien. Voilà. Après, comme c'est 3 femmes, c'est 3 voix un peu identiques. On n'a pas cette petite vague de variété dans le commentaire. C'est ce que les gens disent. Il y en a même qui disent, c'est par pitié, remettez-nous Candeloro Montfort. C'est marrant, c'est drôle. Oui, c'est marrant. Ouais. Mais voilà, après, moi, ce que j'espère, c'est que l'audimat soit maintenu, parce que sinon, ça veut dire que demain, France Télévisions, ils diffuseront peut-être plus d'épreuves de patinage, indépendamment des Jeux Olympiques. En fait, les Jeux, on sait que ça fait toujours un pic. Vous, c'était une copine, alors du coup, Péchala? On n'a pas patiné ensemble parce qu'elle est arrivée une génération après. En tant que président de Fédé, on n'a pas été très copains parce qu'elle avait, je pense, pas envie que je vienne lui faire de l'ombre dans sa présidence. D'accord. Du coup, c'est pas qu'on s'est fâché, mais c'est que il y avait pas de lien en fait. D'accord. Vous aviez pas de les affinités, ou dire moi j'aurais pu contribuer aussi à l'essor de la fédération à ses côtés, c'est quelque chose que j'aurais très bien pu faire, mais de toute façon, je sais pas pourquoi. À chaque fois qu'il y a eu des présidents ou présidentes, ils veulent pas m'avoir à leur côté. Ils ont peur. Ils ont peur que je brille plus la fame. Voilà. Bah non, mais moi, je suis pas là pour briller. Mon ego, il est servi. La journée, je sors, j'ai vécu. Donc c'est pas le pouvoir qui m'attire. C'est plus les objectifs. Compliqué. Bah oui, c'est dommage. Et puis je m'appelais pas Jean Dujardin. Ouais, c'est ça. Elle vous l'a jamais présenté, non? Si, parce que bon, au début de leur relation, en fait, on s'est côtoyé 1 ou 2 fois pendant les spectacles et surtout les galas de patinage. Donc elle est née avec Jean Dujardin. Ouais. D'accord. Alors lui, il doit être dans votre humour, non? Ça a dû bien matcher avec lui. Bah, je pense, parce que souvent, Nathalie, elle me reprochait que je parlais souvent de ses petites culottes quand je commentais le patinage. Je le dis en même temps. Jean, à mon avis, il aime bien les histoires aussi que je peux raconter. Tu Jean Dujardin? Je sais pas, il faudra me poser la question, mais effectivement, bon, moi, en fait, je pense que les gens sont attirés aussi par un sens de l'humour. On doit se marrer. Mais alors, à quel moment elle vous disait ça, qu'elle vous reprochait ces histoires de petites culottes? Bah ça, c'était quand je commentais le patinage et qu'elle était encore sur glace. D'accord. Ouais. Et donc vous disiez quoi? Bon, je parlais des petites culottes, c'était peut-être un peu exagéré. Je parlais peut-être de sa tenue, de sa tunique, ou en fait. Et comment elle vous l'a dit qu'elle était? Elle l'a dit par presse interposée, en fait. Ah ouais. Voilà. Donc. Vous lui avez répondu? On s'est titillé, ouais.
En fait, il y a rien de méchant. Au départ, c'était un jeu, je pense. Et puis après, quand tu prends une gouvernance comme notre fédération, tu dois avoir un certain statut, tu commences peut-être à prendre un peu trop ton rôle au sérieux. Et là, quand il y a des distances qui se font, alors que pour moi, un athlète, ça se respecte. Ouais. Entre athlètes, on doit se respecter parce qu'on doit savoir d'où on vient et ce qu'on a vécu tous ensemble. C'est-à-dire le travail, le fair play, la protection fraternelle d'un sportif, du sport, voilà. Et quand on oublie ça, c'est que il y a un truc qui s'est perdu. Et qu'est-ce qu'elle a perdu, elle? Moi, je pense que le pouvoir, la reconnaissance. Alors en plus, déjà, elle patinait en couple. Donc on parlait toujours de Péchala Bourza, son couple. Derrière, elle se met avec une célébrité qui s'appelle Jean Dujardin. Donc il y avait aussi peut-être cette envie de vouloir exister pour elle-même. En plus, elle est très talentueuse dans ce qu'elle fait parce qu'elle développait du business avec des entreprises, avec son bouquin et tout ça. Donc il y a pas après il y a une envie de réussir. Voilà, il y avait une envie de réussir qui peut-être on va dire elle a peut-être oublié finalement sa famille. Elle a oublié sa famille. Sa famille sportive. Ouais. Dals. Danser avec les stars. Ah, c'était bien. Candice. C'était bien, ça. Candice, elle est jolie, hein. Ah, elle est jolie. Et je trouve qu'elle est un peu mieux maintenant encore. Ah ouais? Elle est encore mieux maintenant. En plus, elle a mûri, elle a pris un peu de bouteille, comme moi, hein. C'était il y a déjà 12 ans, hein. À 12 ans, c'est vrai. C'était une belle expérience. Belle expérience. Difficile. Ouais. Difficile parce que c'est long, en fait, parce que j'ai voulu aller jusqu'en finale, donc je me suis donné les moyens d'aller jusqu'en finale, et c'est pas une émission si facile que ça, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, en plus, moi, je suis arrivé à la deuxième saison. C'était ça, J'étais en finale contre Scheim et Baptiste Jabiconi, et franchement, pour aller jusqu'au bout, c'était chaud patate, quoi. Parce que surtout qu'il y avait une personne qui était un peu dur avec vous. Cette personne s'appelle Chris Marquez. Ah oui. Lui, en plus, lui, il avait le rôle du méchant à chaque fois, hein. Mais c'est ce que j'ai revécu cette année avec Nelson, quand il a fait Danse avec les stars. Ouais. Chris, il lui fout un 2, comme moi un jour sur un jive où j'arrive avec une moto, faut que dans la petite piste de danse qu'il y a, j'arrive avec une Harley qui pèse 300 kilos, il faut que je la gare, je descends et derrière je me mets à danser un jive et derrière il me met un 4, cet enfoiré. Je dis enfoiré, mais c'est gentil entre nous. Et donc je lui dis, non, mais tu peux pas, quand tu mets un 4, en fait, tu dis que j'ai dansé comme une savate. Ouais. Alors que je t'ai mis de l'ambiance, je t'ai fait le show, j'ai fait ce que j'ai pu et que je suis pas un danseur professionnel. Ouais. Donc je trouvais ça un peu dur, et pour Nelson, il lui fout un 2 à un moment donné. Ouais, c'est vrai. Alors la danse de Nelson, elle était pas tip top. Ouais. Il pouvait faire mieux, il aurait pu travailler un petit peu. Ça vous a touché, c'est marrant ça, ouais. Mais ça m'a touché parce que ça remet un peu en question en fait le mélange de ces artistes, de ces vedettes, des Danse avec les stars, on va dire, de ces stars qui se mettent en danger pour intégrer une émission pareille. Et j'ai toujours dit que tu peux pas comparer un mec de 72 ans et un gamin de 20 ans. La puissance est pas la même, l'énergie est pas la même. Donc pour moi, j'ai toujours dit, dans cette émission, je l'ai dit la dernière fois et ça a été repris d'ailleurs, il devrait y avoir des handicaps pour pouvoir en fait rééquilibrer. Oui, bien sûr. Ouais. Nelson sur son 2, si on on lui donne 4 points de handicap à Nelson supplémentaire, pour contrer un mauvais jugement ou un jugement négatif sur l'aspect technique. Ça serait logique. Avec un 2, il aurait eu 6. Ouais, c'est clair. Lui, si Chris, il veut continuer à mettre ses notes de merde, il met ses notes de merde. Ouais. Mais de l'autre côté, on dévalorise pas une personne de 72 ans qui est là, comparé à une autre qui, de toute façon, aura 9 ou 8. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça change rien au résultat. En fait, et vous lui en avez parlé de ça à Chris Marquez quand vous étiez sur le plateau? Des fois en dehors de l'émission, on se parlait. Il dit quoi? Ouais, mais il dit c'est le jeu, en fait tout ça c'est pas, en fait on sait tous qu'on joue un rôle à un moment donné. Dans une émission de télé, t'arrives là en disant c'est bon enfant, c'est super. Ouais. Ce qui est bien avec Danser avec les stars, c'est une émission propre. C'est-à-dire que le rendu artistique a toujours été nickel. Ouais, c'est clair. Grâce à Pedraza et à Déborah Naon, ils ont toujours tenu, et ça fait 14 ans que ça tient, c'est pas pour rien. Voilà. Alors après, il y a eu des changements, des juges qui vadrouillent, qui viennent, d'autres qui avaient leur place, d'autres dans une saison, ils débarquaient. Quand il y avait Jean-Paul Gaultier, par exemple, voilà, on sentait que c'était pas leur univers. Bah ouais, c'est ça. Il y avait l'aspect vestimentaire peut-être à critiquer ou à dire des choses. Puis après, tu dis tout le monde c'est beau parce que t'as pas envie d'être méchant avec des gens qui c'est clair, non, je suis d'accord. Prennent le risque. Donc oui, lui, il a un rôle de méchant. À un moment donné, ils avaient inversé avec Jean-Marc Généreux.
ça lui allait pas à Jean-Marc d'être méchant. Ouais. Tu vois? Bah non, parce que ouais, il est pas ça. Donc du coup, bon, c'est des choses qui se rééquilibrent. Après, bon, bah Chris, il est là, il est dans son rôle. Et c'est un bon conseiller quand il venait nous donner, il nous donnait de la Allez, bon pêche. conseil, ouais. Quand il venait en dehors du prime, c'était bien. Autre émission que vous avez fait sur TF1, vous aimez beaucoup, c'est Masked Singer. Masked Singer. Ça pas si longtemps que ça. Ça aussi, j'en ai chié. Ah ouais? Ah oui? Bah, parce que je crois qu'il y a eu un souci avec le costume. Au dernier moment, ils vous l'ont changé, non, c'est ça? Non, en fait, moi, je pense, parce que j'ai été rapatrié sur l'émission un peu tardivement. D'accord. Voilà. Ils vous ont appelé au dernier moment. Je pense qu'ils ont eu une annulation et que le costume était déjà fait. Voilà. D'accord. Je pense. Après, peut-être, ils m'ont pas tout dit. Ouais. Maintenant, on s'en fout. L'important, c'est que moi, ça faisait 4 ans que je demandais à faire cette émission parce que je trouvais ça délirant et déconnant. Je sais pas trop chanter, donc ça aurait été c'était une grosse difficulté pour moi de, camoufler ma voix parce que ma voix est très, très reconnaissable. Ah bah oui, c'est clair, ouais. Donc, c'est ça qui était encore plus chaud. En plus, on me fout un costume où t'as quand même une dégaine un peu féminine. Ouais, c'est clair. Même si un fraisier, c'est masculin. Ouais. Et de la manière dont j'étais sapé, j'ai dit, on va me mettre des talons un peu hauts. Alors, marcher, c'était pas trop difficile parce que mes patins, moi, il faut aussi 5-6 cm de talons. Ouais. Ça va aussi, mais voilà, il faut avoir une dégaine pour éviter que les gens te reconnaissent tout de suite. Mais en fin de compte, ce qui est très délicat, c'est que les enquêteurs, eux, ils donnent des noms, des trucs comme ça. Ils vont un peu dans tous les sens. Ouais. C'est pas eux qui te désignent, c'est en fait le public qui décide de dire est-ce que tu as envie de continuer à avoir la performance Ouais, c'est ça. Ouais. et le show du fraisier plutôt que du chameau, plutôt que du machin. Donc il y a des costumes qui étaient beaucoup plus jolis que le mien, ça c'est clair. Par contre le mien était très bien réussi, j'ai tenu 3 primes, voilà, j'ai dit c'était content, mais j'aurais bien voulu aller plus loin. C'était comment l'ambiance à l'intérieur? C'était sympa, franchement, avec le jury. C'est chaud, hein. Franchement, moi, je veux dire, pourtant, moi, je suis encore un athlète. Je veux dire, je sais bouger, je sais respirer. J'ai fait de la chorégraphie. Qu'est-ce qui était compliqué alors? Le masque. Quand t'as un masque sur la tronche, qu'il faut que tu chantes et tout ça, c'est asphyxiant. Mais vous chantez pas en direct, si? Ah ben, on chante quand même là sous le masque, et puis on danse. D'accord, mais elle est enregistrée la voix, non? À la voix, alors, elle est en secours. Ah d'accord, je savais pas que vous chantiez vraiment. Bah écoute, demande à tout le monde. Hein. Ah, d'accord, ok. Je pensais que c'était une bande enregistrée. Ça fait partie du jeu. En fait, on a un backup au cas où, parce que je veux dire, moi, il y a des gens, ils ressortent là-dedans, ils s'évanouissent. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Vous avez vu des gens s'évanouir? Moi, j'ai été à 2 doigts. En fait, parce que en fait, sur le plateau, tout doit être secret. Ouais. Puisque comme en plus c'est une émission enregistrée, bah oui, ça même le public ne voit pas quand tu te dévoiles. Ouais. Ah bah oui. Il le découvre seulement le jour du prime, quand c'est diffusé. Ah d'accord. Okay. Donc il y a tout ce côté secret, mystère qui est super stressant. Ouais. Parce que tu veux pas que même on te dit il faut pas parler parce que celui qui était dans l'autre costume à côté il doit pas savoir qui tu es. Bah ouais. Quand tu prends le taxi on te met un sac plastique sur la tronche. Enfin c'est très ils sont très parano dans la prod de Masked Singer, mais ça fait partie du jeu et c'est ça qui est assez amusant. Mais c'était une belle expérience. Vous avez vu qui s'évanouir? Alors je l'ai su après parce que nous on connaît les personnages. Ouais. C'était Marie-Ange Nardi qui avait eu un petit peu de mal. Ah c'est évanoui carrément. Ah c'est pas évanoui mais elle était au bord de l'asphyxie. Mais même moi, si on me mettait pas un petit ventilateur, parce qu'en fait le fait d'avoir un masque déjà c'est très handicapant. Tu flippes. Hein. Bah ouais, c'est ça. Parce que tu sens que tu peux pas respirer comme tu veux. Ah, c'est ça. T'as la transpiration puis t'as le stress de tout le plateau autour. Les membres du jury, vous entendez bien avec eux? Alors bah oui, enfin ceux qui sont là, moi Chantal là-dessous, mais nous on peut pas parler avec eux pendant l'émission. Et Camille Combal? Bah Camille lui il est là, c'est pareil, ils nous disent lui sait pas qui sont dans les personnages, donc on sait pas si c'est du lard ou du cochon. Ah ouais, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? On n'en sait rien, on nous dit faites pas d'allusion, ne parlez pas, donc dites rien. Tu déconnes, tu peux déconner par la gestuelle, mais si on vous le repropose, vous le refaites? Oh ouais, j'y retourne. Vous y retournez. J'y retourne parce que j'ai une frustration. J'avais quand même 2 autres chansons que j'avais travaillées. Et vous n'avez pas pu les faire. Que j'ai pas pu les faire, mais peut-être dans un autre costume. Si vous êtes là avec nous, cher Philippe Candeloro, c'est que les gens vous aiment et on a eu très très peur pour vous, notamment à un certain moment, c'était en 2015 avec cette émission Drop, évidemment. C'est toujours important d'en reparler pour ne pas les oublier, hein, parce que il y a une sacrée. C'était les 10 ans en plus là. C'était les 10 ans, ouais. Cette année. Droped, c'était une émission avec des hélicoptères et un jour, un des 2 hélicoptères s'est crashé. Il y en a même 2 qui se sont crashés, je crois. Ouais, 2. C'est 2 qui sont télescopés en fin de compte. Hein. C'est ça le drame. Vous étiez dans l'avion, vous là? Non. Bah ouais, je suis là. À gauche. Ah oui, vous étiez là, pardon. Excusez-moi, je vous avais pas vu. Dites donc, c'est marrant. Vous êtes en tout petit. On dirait que vous êtes. Ouais, mais moi, je fais qu'1m69. T'as Alain Bernard qui met 2m20. Qui est juste à côté, ouais. Camille Mufa qui est quand même assez grande. Voilà, il y avait. Écoute, c'était
moi, j'essaie de garder le meilleur souvenir, c'est qu'on a eu la chance de faire une semaine d'aventure. Et on se connaissait pas très bien les uns et les autres quand on est parti, à part Camille et Alain Bernard qui se connaissaient puisqu'ils font le même sport. Ils se connaissaient un petit peu mieux que nous tous là réunis. Donc on commençait en fait à devenir une bande de potes qui partaient sur une aventure qui aurait dû être exceptionnelle. Quand t'es à Ushuaia et que tu dors en pleine montagne à 2500 mètres d'altitude juste avec un duvet. Je trouve qu'il y a des moments de partage qui sont exceptionnels, et puis avec cette deuxième semaine qui se termine vraiment pas bien, voilà, ça nous a un peu coupé l'herbe sous le pied, et toujours par respect des... Vous auriez pu être dans l'hélicoptère, vous, c'est ça? Ah oui, parce qu'en fait ils ont changé la rotation au dernier moment, on sait pas pourquoi. Pourtant, comme je dis, pour moi, les conditions de sécurité ont toujours été respectées, puisqu'ils nous ont décalé de 5 heures notre départ à cause d'une mauvaise météo. D'accord, ok. Si ils avaient vraiment dit on s'en fout, on y va parce qu'on est pris par la prod et ça coûte du pognon, on y va. Peu importe les conditions. Là, on serait les premiers à dire bah non, y a un truc qui va pas. Alors que là, nous décaler de 5 heures parce que et c'était long pour nous l'attente 5 heures. Bien sûr. Après, pourquoi ils ont changé la rotation au dernier moment? Pourquoi à ce moment-là, ces deux hélicos se sont scratchés alors que peut-être si ça avait été nous dedans, il y aurait eu un poids différent, aurait peut-être changé quelque chose. Après, c'est une question de destin. Alors, je vais pas regretter moi encore d'être là. J'ai juste eu le sentiment de faire subir une injustice aux familles des victimes, en fait, de dire pourquoi moi je suis là et pas. Ouais, c'est ça. Voilà, donc. Vous l'avez appris comment, vous, Philippe? Ah ben j'étais à côté, moi, quand on a entendu le bruit des deux hélicos qui se sont crashés, puisqu'on devait partir 10 minutes plus tard pour faire la deuxième rotation. D'accord, ok. Donc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand les deux hélicoptères tombent, vous... Bah, on a les gars de TF1 qui sont avec nous en bas qui filment. D'accord. Ils filment parce que eux, ils filment les hélicos en train de tourner un peu autour de nous. D'accord. Moi, je suis dans le camion en me disant bon, c'est bientôt à nous. Ça faisait déjà 4 heures qu'on était là, on était un peu crevés, il y avait un peu de soleil. Il dit bon, allez, je me repose dans le camion le temps que l'hélico fasse la navette. Et puis d'un seul coup, on entend je plaf. Putain, qu'est-ce que c'est? Donc on sort la tête et là on voit. Moi, je vois la fin des deux hélicos qui tombent en fait. D'accord, ok. En passant la tête par le camion, j'ai dit alors qu'est-ce qu'on fait? On ramasse toutes les affaires là, on met tout dans le camion, on ramasse les caméramans et on se barre en courant pour aller sur le lieu de l'accident qui était à 300 mètres en c'est ça, Donc en arrivant, on se dit ça se trouve on va peut-être avoir des images un peu dures. Donc tu te prépares mine de rien. Tu dis si je vois quelqu'un en train de brûler dans l'hélico, est-ce que tu le sors? Est-ce que tu... c'est ça. Bon, toutes ces images, tu dis, c'est pour te préparer au pire. Si t'arrives sur le machin, mais en fait, en arrivant sur place, il y avait déjà pratiquement plus rien. Donc, puis tu cherches à voir s'il y a pas des survivants à droite à gauche que tu peux aider parce que t'es dans un espèce de terrain vague, hein. C'est ça, Et en fait, c'était tellement violent que tout a été... Alors, il y a un hélico, il était vite désintégré. Le deuxième était en train de prendre feu. Donc, du coup, on essayait de voir si on pouvait aider à quelque chose. Mais en fait... Il y avait personne, en fait. C'était déjà tellement enflammé le temps qu'on arrive que tu voyais pas de silhouette dans l'hélico. Donc, puis quand tu t'approches d'un hélico, que t'as des batteries au lithium, des machins qui explosent... Tu dis bon, je vais pas jouer trop au con non plus quoi. Mais bon, aucun survivant des deux hélicoptères. 10 personnes quand même. Hein. 10 personnes. Entre les trois vedettes, puisque Sylvain Wiltord était partie de l'équipe, mais il avait été éliminé la semaine d'avant. Donc du coup, lui, il était reparti des Buenos Aires, il était reparti en France, et les trois sportifs. Florence Artaud, Camille Muffat et Alexis Vastine ont trouvé la mort dans cet accident. Exactement, plus tous les caméramans et journalistes et les deux pilotes. Vous avez été, ça a dû vous retourner complètement cette histoire. Sur le coup, on se pose un tas de questions. Pourquoi eux et pas nous? T'es encore vivant? T'as inquiété ta famille? On n'avait pas de téléphone en plus puisque c'était une émission où on devait avoir aucun téléphone, donc il fallait pouvoir prévenir tout le monde avant qu'il y ait les informations qui diffusent et que on devait rassurer nos familles. On pouvait parler à personne parce que à l'époque TF1 nous disait non, tant qu'il n'y a pas eu le communiqué de presse qu'on a fait les trucs et tout, vous pouvez rien dire. Et t'avais plein de journalistes, des potes journalistes qui appelaient à la fois pour prendre des nouvelles et deux pour essayer de te tirer une phrase ou deux pour pouvoir donner des infos. Alors qu'on avait finalement on avait quoi? On avait des journalistes et des caméramans qui pouvaient peut-être nous faire parler. À un moment donné, j'ai dit mais faites-nous une interview, qu'on lâche le morceau et puis qu'après nous on puisse être tranquille parce que gardez tout ça pour toi. Toi, tous les soirs on buvait une bière en trinquant à nos amis disparus avec les gens de la prod.
Et tu vois, demain, tu aurais fait ça et il y a un paparazzi qui était en train de faire une photo. C'est les fêtes. Ils auraient dit, attends, les mecs, il y en a qui sont morts et eux, ils font la fête. Non, c'est pas faire la fête. C'est après, t'étais bloqué pendant 5 jours dans cet hôtel, là, où on pouvait même pas aller se baigner parce que c'est pareil. Les gens disaient, il prend du bon temps alors qu'il y a eu un décès. Voilà, c'était toute cette atmosphère qui était très, très pesante à la fin avant qu'on puisse enfin rentrer chez nous et retrouver nos proches parce qu'on se dit, oui, on est passé à côté d'un drame. Pour certains, c'était le drame. Pour d'autres, ça a failli. Ouais, ça a été pas loin, quoi. Et il y a une cassette, c'est ça, qui a été envoyée aux familles. Ils ont fait ils avaient prémonté le premier épisode. D'accord, ok. Donc pour les familles, ils ont quand même monté l'épisode, même s'ils savaient que ça allait pas être diffusé puisque l'émission s'est arrêtée. Ouais. On a quand même ces souvenirs justement de ce que. Vous avez une cassette, vous? Ouais, moi ils m'ont envoyé c'était un DVD à l'époque déjà. Un DVD. Mais voilà, on voit que c'était une belle aventure et que tout le monde y prenait du plaisir et que ça aurait pu être marrant si ça avait pu aller jusqu'au bout, quoi. Ouais. TF1, par rapport à ça, ils vous ont demandé de plus en parler après ou ils ont... Non, alors ils nous ont mis beaucoup de moyens à disposition, des psychologues, ils voulaient savoir si on avait besoin. Ouais. Moi j'ai dit, bon écoutez, pour ça cet épisode en fait il est là dans le coin de mon crâne et j'ai dit je le mets de côté. Ouais. Alors ils ont vu que j'étais assez... j'avais pas envie d'avoir un psychologue avec qui j'allais reparler encore de ce truc pendant des mois et des mois. J'ai dit, je suis là, je suis vivant, je suis content, j'ai ma famille, machin, ça perturbait beaucoup Olivia et les filles parce que j'aurais pu être parmi... Oui, parce qu'elles se sont dit s'il avait été dans l'hélico, quoi. Ouais. C'est ça. Donc du coup, moi, j'ai dit, non, il faut vite passer à autre chose et puis avancer. Et puis, c'était pour moi, tant que les familles n'avaient pas récupéré les corps, enfin ce qu'il en restait et les cercueils, c'était compliqué de m'estimer heureux d'être vivant. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Encore aujourd'hui, vous avez du mal à vous dire ça? Bah oui, parce que bon, moi, par respect aussi aux familles des victimes, là, je me dis, j'ai pas. Alors oui, je vis ma vie tous les jours. Comme je dis, c'est un peu du sursis ma vie aujourd'hui. Ouais. Tu vois. Ouais, parce que vous auriez pu être dedans, en effet. Vous avez recontacté les familles Non, alors j'ai participé à 2 reprises au trophée Camille Muffat de golf du côté de Valbert puisqu'elle était de cette région-là. La famille Artaud, pas trop. Vastine, pas trop de contact, donc on côtoie pas les mêmes milieux. Après, c'est compliqué aussi parce qu'en effet, vous êtes les... J'ai revu un caméraman qui était avec moi sur le tournage et qui est pas décédé, mais qui continue aujourd'hui de bosser dans le milieu audiovisuel. Et ça m'a fait plaisir parce que des fois, on s'est vu les 3 premières années, on avait un espèce de regroupement anniversaire. Malheureux, mais anniversaire quand même, pour justement se remémorer nos bons moments, les amis, ceux qui sont disparus. Ouais. Et puis là, je trouve le 10e anniversaire, finalement, il est passé un petit peu à l'as, j'ai trouvé. Ouais. On parlait du départ de France Télévisions, que vous avez subi il y a peu de temps. Et une autre personnalité qui vient de partir de France Télévisions, c'est Laurence Boccolini. Est-ce que vous étiez au courant? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de départs arrivés à France Télé. C'est comme Olivier Mine. C'est pareil. Ouais. Ce sont tellement des gens qui ont partagé notre univers audiovisuel depuis des années qu'on est toujours assez surpris de... Alors après, moi, je suis pas au courant des tenants et aboutissants de son départ. Ouais. Il y a toujours une raison, en principe. Mais vous trouvez étonnant qu'il y ait beaucoup de gens comme ça qui partent de cette... Ce qui est plus étonnant, c'est qu'en fin de compte, j'ai l'impression que un départ, c'est jamais très volontaire. Ouais. C'est une décision du 7e ciel, du 7e étage. Comme on dit, on a l'impression que ça se passe pas bien. Ouais. Voilà. Si je pense que pour des gens comme ça, le départ devrait plutôt venir de leur part plutôt que d'une direction. Ben là, en l'occurrence, c'est elle qui a décidé de partir. Alors, je sais pas vers quoi et pourquoi elle a voulu partir. Peut-être qu'aussi les contraintes des demandes et des commandes de la maison pour qui elle travaille, c'est peut-être passé mal. Peut-être aussi qu'elle en a marre. Maintenant, je sais pas vers quel horizon elle veut partir. Peut-être tu sais. Alors oui, elle a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Sillage, et ça marche très bien d'ailleurs, et on l'embrasse, Laurence. Cyril Hanouna, TBT9, vous avez fait votre première il n'y a pas très longtemps dans la grosse rigolade. Ouais, la grosse rigolade. Alors tout beau, tout neuf, c'est vrai que moi je trouve assez exceptionnel qu'il a réussi à faire bondir comme ça. Ouais. Une chaîne qui ferme. Alors c'est une chaîne, c'était plutôt parce que tout le monde pensait que C8 c'était Hanouna Channel qu'on a voulu fermer plus que C8. Il a très très bien rebondi, il a assuré ses arrières. Maintenant tout beau tout neuf, il n'y a pas vraiment grand chose de tout neuf finalement. TPMP, Ça reste tout beau, c'est sympa. Il réunit quand même un certain nombre de téléspectateurs, donc il a su faire venir
ses fans et les fans de l'émission passer de C8 qui ferme à W9. Donc ça c'est assez c'était beau, il faut le saluer parce que c'est pas toujours facile. Là sur la grosse rigolade, c'est vrai que c'était un retour de la grosse rigolade pour une première fois sur W9. Apparemment ça fait quand même pas mal de ça fait 1 million. Ça fait une bonne part de marché. Voilà. Alors après, comme je dis, moi, me retrouver là-dedans, c'est pas évident parce que aujourd'hui, quand tu veux dire le mot, un peu un gros mot, tu parles de cul, de machin, t'as l'impression que t'insultes la terre entière. Donc c'est ça. Alors après, quand t'as Bigard à côté et Patrick Sébastien, qu'en balance pendant 3 quarts d'heure où t'as même pas, toi, tu peux pas exister. Eux, ce sont des professionnels de la vanne et de la blague. Moi, comme moi, je dis, je suis pas humoriste, moi, je suis sportif, spontané. Ça a été super, ça a été dur pour vous. Ouais, parce qu'en plus raconter des blagues, si tu les maîtrises, moi je connais plein de blagues que je maîtrise, mais qui sont trop connotations sexuelles ou animaux ou raciales. Donc en fait, t'as tellement peur aujourd'hui de sortir un truc qui. Mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que vous dites que maintenant la société elle a tellement changé que vous en êtes même dans une émission où c'est censé être que de la rigolade et que des blagues, même ça vous arrivez même plus quoi. Mais on l'a vu là pendant l'émission. Alors Cyril il était mort de rire, le public ils sont morts de rire, ils étaient 99% à s'éclater sur les histoires de blagues blanc-beurre, de conchons, d'animaux, de machin. Et puis à la fin, on a senti que même Cyril était un peu gêné. Donc à la fin, on met quelqu'un qui va venir raconter une petite blagounette, mais qui est très très soft. Ouais, d'accord. Pour donner un peu de relief sur l'émission. Et c'est là où je dis, mais putain, les humoristes, ils font un métier qui est vachement pas facile parce qu'aujourd'hui, on peut pas rigoler de tout. Comment ils font pour écrire des vannes qui sont finalement super soft. Alors maintenant, on fait parler le public. Alors que quand je préparais mon one man, on me disait non, il faut jamais casser le 4e mur en fait. Parce que c'est trop dangereux de faire intervenir un mec du public qui voudrait être plus marrant que le mec qui est sur scène. C'est vrai. Mais si tu regardes bien les derniers aujourd'hui, c'est ah bon alors vas-y qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais le soir d'ailleurs tiens? Ah bah écoute moi je me brosse les dents puis en même temps je pète un coup. Tu vois ah bon tu pètes un coup. En fait aujourd'hui les réseaux sociaux c'est beaucoup comme ça. Mais je trouve c'est compliqué de faire une émission aujourd'hui où on peut se sentir libre de tout. Une photo, la photo de deux personnes alors que vous connaissez. Vous les avez déjà rencontrés ou pas? Président Macron et Madame. Au premier mandat, j'avais fait une photo puisque avec Emmanuel Macron sur la barge où il y avait la piste d'athlée. J'ai une belle photo, je trouvais ça bien. On avait tous les deux. J'avais le t-shirt Paris 2024. C'était le premier mandat. Le deuxième mandat, je trouve que il termine un petit peu mal parce que il fait pas l'unanimité. Je trouve dommage. Moi, j'avais parlé un peu ou on s'est jamais vraiment parlé, voilà, parce que j'ai pas eu l'occasion. Brigitte, j'ai parlé 2 fois avec Brigitte. C'est sympa. Brigitte est très sympa. Je trouve que en plus, elle était fan de patinage. Donc, elle s'est exprimée là-dessus. Elle aurait voulu et elle aurait adoré pouvoir faire un petit tour de patin avec moi, ce qu'elle m'a dit. Ah ouais, c'est vrai. Parce qu'elle patinait quand elle était jeune. Ah d'accord, ok. Ah c'est sympa ça. Donc bon, moi je trouve ça assez voilà. La première dame, elle est importante dans un pays. Bah c'est clair. Parce qu'elle stabilise un petit peu la nervosité qu'on pourrait avoir envers le président. C'est vrai, vous avez raison. Ouais. Autre photo. Si je devais vous demander de faire un choix demain, c'est à droite ou à gauche? La politique. Mélenchon ou Bardella? Le problème là, c'est que tu me présentes 2 extrêmes. Donc et encore, aujourd'hui, c'est vrai que moi je trouve que Mélenchon, c'est dur parce que c'est agressif. C'est agressif. Tous les partisans du LFiste là, ils sont agressifs sur les plateaux de télé. C'est agaçant presque. C'est même malaisant. C'est malaisant. Aujourd'hui, on a tout essayé à la politique, sauf l'extrême droite. Et encore une fois, est-ce qu'on doit continuer à dire que le RN est l'extrême droite? Je peux autant dire que le FN, chez nous, dans la famille Candel, en tant qu'immigré italien, c'était niette. Bah oui, bien sûr. La vie. Vous avez changé un peu votre fusil d'épaule par rapport à ça? Non, mais c'est-à-dire que on se demande qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour stabiliser le pays. Bah c'est ça quoi. Parce qu'on est en train de tous de partir dans le fond du trou. Et puis demain, même les gens qui sont aujourd'hui aidés par le système social, à un moment donné, on va tous se retrouver dans le même cas. Ça vous ferait moins peur de voter pour Jean-Marc Bardella que pour Marine Le Pen, par exemple? Moi, je pense, alors pas moi personnellement, mais je pense que beaucoup de Français aujourd'hui se disent, on n'a jamais essayé finalement. Est-ce que ça serait pas le moment? Parce que c'est tellement le bordel actuellement que on sait plus quoi faire. On sait plus pour qui voter. En fait, souvent on votait avant pour une personne, bien sûr, pas pour un parti. Ou là aujourd'hui, on nous demande de faire un choix d'un parti sans savoir que demain, ni l'un ni l'autre, de toute façon, quand ils seront au pouvoir,
Ils en ont rien à foutre, je pense, du peuple. Ouais. Enfin, ça s'est toujours révélé, quoi. Et quand t'as un mec sympathique comme était Chirac ou comme était Hollande, qui était dans la fonction François Hollande, c'est lui qui a commencé un petit peu à nous faire partir dans le déclin. Hein. Mais par contre, humainement, c'était un super gars, comme Chirac. Bah oui, bien, c'est vrai, vous avez raison. Moi, personnellement, la politique, je préfère m'attacher à des gens comme là, la grosse rigolade était avec Jean Lassalle. Ouais, bah ça, vous aimez bien, ouais. Mais oui, parce que le gars, il se présente au présidentiel, mais en même temps, il a beaucoup d'humour sur lui-même. Mais vous pourriez voter Bardella ou pas, vous, par exemple? Ah, ça y est, tu recommences. Non, je pose ma question. Bah, non, mais c'est comme la dernière fois avec Zemmour. Ah oui, Zemmour, tu m'avais foutu dans la merde avec ce truc-là, là. Mais non, je dis, non, moi, je veux dire, pour l'instant, il n'y a pas de programme. D'accord, ok. Il n'y a pas de programme. Je crois qu'on est tous en attente de savoir si, notre président Macron va rester jusqu'en 2027. Ouais. 2, si notre gouvernement actuel va tenir, et ça met beaucoup le pays en difficulté et en stand-by. C'est-à-dire, moi, je le vois, je fais de la production de spectacle depuis 6 semaines, ça stagne. Les gens n'osent plus. Ouais. Les fameuses campagnes électorales pour les maires. Vous trouvez pas ça débile que, à partir de septembre jusqu'à avril, il n'y a plus aucun maire qui est capable de dépenser de l'argent pour faire plaisir à ses habitants? C'est-à-dire payer un bus pour emmener des gamins voir un spectacle de Noël, payer un bus pour pouvoir emmener des personnes âgées sortir, ils veulent pas le faire parce qu'ils se disent ça va être catalogué comme un avantage pour leur campagne. Mais je trouve ça complètement débile. C'est-à-dire que pendant 6 mois on fait plus rien, quoi. Ça y est, il y a plus rien, il se passe rien dans le pays. Ah, c'est vrai. Non, ça, je trouve ça débile. Donc si tu veux, la politique actuellement, elle est instable pour tout le monde. Plus personne n'y comprend plus rien, plus personne a confiance. Donc comment on va trouver, que ce soit à Bardella ou que ce soit à Mélenchon ou que ce soit au milieu, je sais pas. Pour l'instant, ils nous apportent pas la preuve du contraire qu'ils vont faire quelque chose de mieux. Bonne réponse, pas mal. Le temps qui passe, check-up santé, ça va? La santé va bien, globalement. Bon, j'ai fait les prothèses de hanche, c'est pas la première fois que je le dis. Ouais. J'ai des petites douleurs quand même qui approchent. Ça veut dire que je ressens vraiment plus une petite chute sur le sopérieux au mois de septembre, là, enfin au mois de juin, pardon. Vous avez fait une chute, ouais. J'ai fait une chute sans vraiment pouvoir réactivité. Donc c'est peut-être des signaux qui me fait comprendre que il faut peut-être que je pense à passer à autre chose. C'est-à-dire que le patin devient dangereux, douloureux. Le patin, c'est dangereux pour vous aujourd'hui, ouais. Douloureux. Oui, c'est dangereux parce que je me mets à réfléchir sur ma partie technique. Il faut que je continue d'aller m'entraîner tous les jours si je veux être performant. Faut que je fasse attention à mon poids. J'ai un âge où de toute façon, corporellement, les gens changent tous les 10 ans. Notre corps il change, quoi que tu fasses, hein, quoi que tu veuilles limiter. Tu peux limiter la casse ou le changement. Ouais, c'est ça. À un moment donné, je vais pas pouvoir maintenir mon niveau. Et donc, pour éviter de devenir frustré d'une mauvaise fin, où il faut peut-être prendre d'autres dispositions. Donc là, je suis vraiment dans un passage de vie où il faut que je sache faire le stop, le break, de dire bon, je suis plus patineur. Voilà. Je peux continuer à produire les spectacles avec ma femme parce que je sens qu'on... Ouais, mais les gens, ils vous veulent vous. Bah, c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais moi, quand ils me voient aujourd'hui sur la glace, je suis plus le même gars qu'ils se voyaient il y a 20 ans. Bah oui. Et puis, j'ai pas envie de les décevoir. Donc, je comprends qu'ils aient envie encore de me voir sur la glace parce que je glisse encore, je fais encore des choses. Mais pour moi, c'est aussi frustrant de plus pouvoir faire des triples sauts, de pouvoir faire un saut périlleux sans risquer de me casser la nuque. Ça, psychologiquement, ça vous travaille? Oui, bien, ça me travaille parce que je suis à un âge où je suis obligé de penser à l'avenir quand même. Hein. J'ai que 53 ans. Ouais. À 53 ans, j'ai encore la pêche. Mais c'est pour ça que j'ai d'autres projets actuellement qui vont peut-être m'emmener toujours dans la direction de mon milieu qui est le sport de glace. Parce que j'anime toujours sur iceradio.com tous les mardis un live qui s'appelle Candeloro et les givrés. Donc en fait, je travaille aussi un petit peu en préparant le fait de pouvoir devenir un animateur demain, que ce soit d'animateur à un jeu télé ou d'une radio. Ouais, bien sûr, bien sûr. Qui forcément tourne autour des sports de glace. Et puis après, il y a la présidence de la Fédération française des sports de glace où aujourd'hui il y a une opportunité en juin 2026 de me présenter. Donc en ce moment, on réfléchit, on travaille, j'ai un QG de campagne. Donc vous aimeriez vous présenter? En tout cas, il y a une envie, il y a une réflexion qui mûrit chez moi, ne cesse parce que tout ce qui se passe autour de moi aujourd'hui ça impulse quand même, hein. Dans ma tête, ça réfléchit pas mal et c'est surtout parce qu'on a les Jeux en 2030 en France. D'accord. Et qu'il y a un créneau à pas rater entre 2026 et 2034. C'est mon devoir. En fait, je me sens investi de ce devoir de dire il faut qu'on fasse que les sports de glace sont des sports assez riches. Déjà, ça coûte cher aux gens qui le pratiquent, mais il faut qu'on en fasse une fédération riche pour pouvoir monter des nouveaux événements et faire en sorte qu'arrivé en 2030, on soit une nation de sports de glace et de sports de neige. On enchaîne avec le mode avion. Vous avez quoi sur votre téléphone, Philippe? C'est une photo de ski?
De quoi là? Ouais. Sur mon téléphone, moi j'ai rien en fait. Ah, vous avez pas de photo du tout? Regarde, c'est noir. Pas de fond d'écran? Bah non, d'accord. pas de fond d'écran. Qu'est-ce que j'ai là quand j'allume? Si dans le fond d'écran, j'ai quand même. Souvent j'ai toutes les têtes de mes C'est mes beau. favoris de téléphone. Ah oui, Voilà. c'est mignon ça. C'est plus facile, tac. Vous avez eu des demandes complètement délirantes avec votre en mariage et ce truc comme ça? Bah pas trop en téléphone, pas trop sur les Insta, tout ça, ça va. Après, il y a des trucs qui sont tellement chelous que j'ouvre même pas parce que je me dis qu'est-ce que c'est encore que ce truc de délire. C'est hallucinant le fait de recevoir aussi plein de demandes ou des mails avec des trucs de cul quoi. C'est un peu perturbant. Ah, vous avez beaucoup ça, vous, des trucs de cul? Bah ça tombe dans les spams. Mais à un moment donné, tu la nettoies ta boîte spam. Bah, vous devez bien aller sur des sites bizarres si. Bah non, justement, moi ça m'emmerde. Insta c'est pareil. Bah, on n'a pas des trucs de cul comme ça sans raison. Moi, je te dis, je suis pas en train de regarder des trucs de cul tous les jours. C'est ce que je dis à Olivia. T'imagines demain, ma femme, elle ouvre le truc Insta, elle dit, je veux regarder, je veux faire une recherche. Tu tombes que sur des nanas. Pourquoi? Parce que j'ai 53 ans, que je suis un homme et que. Non, alors si vous allez sur Insta et que vous tombez que sur des nanas, c'est parce que vous regardez. Arrête. des nanas. Mais non, mais moi, mais les trucs auxquels je m'associe, c'est les gens trucs ils de savent comment ça non, fonctionne. c'est les trucs de pas. Oui, mais alors à chaque fois on me sort cette connerie. Mais non, mais parce que Et moi, je vais attaquer Insta pour ça. Parce que c'est du harcèlement. Mais alors pas du tout. Mais si. Si vous avez des trucs Tu de. crois que j'ai le temps de regarder des trucs de cul toute la. Mais non, mais vous tombez sur toutes des gonzesses, c'est ça? Quand vous ouvrez votre Instagram, c'est ça? Parce que, en fait, lui, Insta, il se fie à ce que vous regardez. C'est-à-dire que l'après-midi, vous devez regarder des Bah, femmes et écoute, tout ça. tu sais quoi, je vais te laisser mon téléphone pendant une semaine, tu vas regarder que des trucs de patins, d'accord? Et quand je vais revenir, je vais demander à faire une recherche sur Insta pour trouver quelqu'un, et tu vas voir s'il va pas me ressortir encore des trucs de meufs. Moi, non mais je te dis, hein, je vous mets au défi. Si il y a des Arrêtez. trucs de meufs, c'est parce que vous regardez des trucs de meufs. Non, mais si, non, parce je suis qu'il faut désolé. tout ce que vous regardez. Je suis désolé. Alors t'as des fois t'es tellement harcelé qu'à un moment donné tu cliques sur le bordel et bah après t'es baisé. Oui, vous avez l'air bien harcelé, dis donc. Oui, je suis harcelé parce que je trouve que c'est du harcèlement. C'est pas parce que t'as. Philippe! Écoute, alors pourquoi si je regarde un truc avec des serpents par exemple? Ouais. D'accord. Ah bah après, il va y avoir des trucs de serpents qui vont arriver. Truc de serpent, j'en ai Ouais. un dixième par rapport à des trucs de gonzesse. C'est Parce ça que vous regardez 100% Non. des trucs de gonzesses. Non, je suis désolé. Là-dessus, je peux pas laisser dire ça parce que il faudrait que je puisse vous le prouver. Je vais vous le filmer un jour. Ouais, bah c'est ça. Comme ça, je pourrais le faire passer. Ouais. Parce que sinon, ça me fait passer pour un gros pervers que je ne suis pas et ça m'énerve. Voilà. Embrasse votre femme. Allez, il y a le Père Noël. Même ma femme, elle se fout de ma gueule. Elle dit, mais arrête tes conneries, c'est parce que tu regardes. Ah, voilà. Allez, venez, Père Noël. Ah, bon. Vous allez le sauver. C'est le moment de la surprise. Salut, Père Noël. Vous allez bien? Comment Je suis content de allez-vous vous voir. Monsieur Candeloro. Monsieur ça va, Candeloro. Père Noël? Bah, et vous, comment allez-vous? Bah, Monsieur Candeloro, j'ai besoin de vos services. Oui, Je dois changer les lames de mes traîneaux. J'aurais besoin d'avoir vos conseils quand vous aurez 5 minutes. Vous viendrez Bah, me voir. plaisir, moi. Si vous voulez bien. C'est du bois. C'est du bois, non? C'est du bois comme traîneau. Ouais. Mais oui, il y a un c'est peu de du fer, bois, mais- il y a un peu de ferraille en dessous. Oui, Ah, voilà, y a pas de pour que ça glisse, évidemment. Vous avez pas l'air de trop être au courant. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il a pas fait avec de la neige. Je voulais que ça glisse sur les lacs enneigés et plein de glace. Hein, bien évidemment. C'est bien, Père Noël. Bon, en tout cas, je sais pas ce qu'il y a à l'avant du cockpit, mais ça a l'air d'être quelque chose. Très très bon. De toute façon, dans le pôle Nord, il y a un peu de tout. Hein. Oui, je sais pas ce qu'il boit, mais ça vous détend. Allez, une petite surprise pour vous, Philippe, Qu'est-ce que avant c'est qu'on termine l'émission. Regardez, c'est là. Coucou mon petit papa, j'espère que tu vas bien. Bon bah voilà, comme à mon habitude, on m'a demandé de te faire une vidéo pour un peu que tu chiales tes morts finalement. Non, en vrai pour te dire encore une fois que je t'aime très fort et que je te remercie pour toutes les belles choses que tu fais pour nous, même si parfois tu râles. Tu fais quand même les choses. Donc merci beaucoup. Et comme j'avais pas envie que ce soit tout le temps la même vidéo, parce que j'ai l'impression que je fais tout le temps le même texte, tout le temps la même vidéo, parce que on me demande souvent des vidéos comme ça, je me suis dit tiens, je vais changer. Et je vais peut-être un petit peu chanter. Voilà. Bon, soyez indulgents. Je prends des cours de chant depuis 1 an seulement. Et il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais pour toi, mon petit papa, je me suis dit tiens, je vais chanter. Pour changer un peu de discours. Tu m'as appris à voir vraiment qui je suis. Et pour tout ça, merci papa. Chante, chante si tu veux, chante quand tu peux, mais chante avec moi. Et danse, danse si tu veux, danse quand tu peux, mais danse avec moi. Papa,
Papa, ouh, papa. Papa, ouh, papa. Papa, papa, pour toi. Bon, voilà. Allez, mon petit papounet, je t'embrasse très fort et je t'aime. Elle est douée, hein, cette fille-là. Ça vous fait pleurer? Bah, c'est normal, on a de l'émotion. Pour la famille, c'est toujours pareil. T'as des gens qui te témoignent, parce que nous, à la maison, on parle pas beaucoup, on se dit pas je t'aime toutes les 5 minutes. Bah, ce que je trouve très bien chez Maya, c'est qu'en fait, elle a peur de rien, en fait. Elle vous fait cette petite vidéo, c'est pas une chanteuse professionnelle, elle apprend en ce moment à chanter, comme elle vous l'a dit, parce qu'elle est danseuse, elle fait du cerceau aérien, elle danse super bien, elle a une belle personnalité, et en fait, aujourd'hui, elle se rend compte que quand elle elle voudrait faire de la comédie musicale, elle. Ah, d'accord, ok. Donc forcément, elle sait que les castings, ça la bloque, parce qu'elle est pas chanteuse professionnelle, d'où le fait de vouloir apprendre à chanter. Elle est dans le spectacle La fille du marchand de sable, là, qui sera dans à Issy-les-Moulineaux du 10 au 14 décembre prochain, où elle chante la chanson de fin, du final, mais elle l'a enregistrée. Aujourd'hui, elle voudrait la chanter en live. Donc chanter en live dans une patinoire avec quand t'as peu d'expérience, voilà, je trouve que elle est couillue comme Nana, j'aime bien. On embrasse très fort votre fille qui vous a beaucoup ému. Merci Maya pour ce petit message d'amour. Olivia Darmon, c'est votre femme. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Bah, on a fêté nos 27 ans de mariage. 27 ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Voilà, elle a connu un peu beaucoup de choses, des belles, des moins bonnes, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, l'effacement de son identité, je sais que chez Olivia, c'est quand même une souffrance. Ouais, une souffrance parce que ça efface ses compétences de travail, qui c'est pour moi. Le fait que vous soyez à côté d'elle, en fait. Mais non, ouais, c'est ça. Et si elle avait pas été là, je pense qu'elle ferait peut-être 20 ans que j'aurais complètement abandonné ce circuit de patineur, artiste, parce que faut savoir que le travail de l'ombre, c'est quand même elle qui le fait. C'est-à-dire que moi, je suis qu'un exécutant, je suis un bon interprète. Tu vois, mais elle, c'est la compositrice de l'ensemble de l'univers Candeloro des spectacles. Les jalousies, ça a été compliqué à gérer avec. Oui, bah oui, c'est normal. Si elle était amoureuse, c'est normal qu'elle soit jalouse. Comme moi, s'il y avait un mec qui allait venir lui tourner autour. Parce que la réputation que vous avez, Philippe, c'est que vous regardez beaucoup. À la preuve, Insta. Non, mais c'est que vous regardez bien. Mais alors, là où j'ai la grande chance et ce qu'Olivia elle a réussi à faire, en fait, c'est de me laisser toute cette liberté. D'accord. C'est pas parce que t'emprisonnes quelqu'un à rien faire, à plus pouvoir regarder ou à faire ou quoi, que tu vas pouvoir le garder toute ta vie. Je pense que j'ai ce respect pour notre mariage, pour Olivia et pour tout ça, parce que j'ai cette grande liberté de pouvoir mater tout ce qui passe, faire des allusions, des machins. Voilà, moi, il y a des fois où ça a été un peu loin, où j'ai aucun manque à la maison. Il y a déjà eu, j'ai bien compris. Il y a déjà eu des breaks, par exemple? Non. On s'engueule comme n'importe quel couple à un moment donné. Alors c'est pas sur les histoires de matage ou quoi, c'est plus parce qu'en plus on fait on bosse dans la même production. Donc forcément, un homme et une femme n'est jamais d'accord. Et est-ce qu'il est vrai qu'à un moment vous l'avez un peu épuisé, votre femme? Par le sexe parlant. C'est vrai que j'avais entendu parler de ça. T'avais sorti ça, là, dans ton ancienne émission. C'est parce que j'étais demandeur. J'étais un gros demandeur. Et puis, voilà, Olivia, maman, avec des préoccupations, alors, elle était un peu marre. De toute façon, à mon avis, je suis toujours arrivé au mauvais moment. C'est surtout ça. Mais demandeur, c'est-à-dire que vous vouliez tous les jours? Quand t'aimes ta femme, quand je sais pas moi, t'as ça à côté de toi, c'est joli, c'est beau, c'est désirable, donc pourquoi t'aurais pas le droit d'avoir envie? Moi, vous a fait comprendre, que... T'inquiète pas, ça vient très vite, hein, tu connais. Hein. Enfin, tu sais, quand il y a pas d'envie, moi je suis pas là pour violer ma femme. Hein, donc, non, bien sûr. Voilà, s'il y a pas de désir, ça sert à rien, quoi. Voilà. Et ça vous a peiné? Non, parce que c'est rarement consécutif plus de 24 heures. Il coquin. C'est pas possible. Je peux me dire non 24 heures et si je reviens 24 heures après, mais après moi je comprends tout ça aujourd'hui, puis je veux dire vous parliez de la même fougue à 30 piges qu'à 50. Justement, je voulais venir là-dessus. Est-ce que la libido du Candeloro a baissé avec le temps qui passe? Écoute, moi je pense que l'un va avec l'autre, c'est-à-dire c'est l'évolution de l'homme et de la femme et de son couple qui fait que est-ce que tu as plus envie ou moins envie, ou est-ce que c'est meilleur aussi. Ouais, c'est clair. Ça peut être plus espacé mais meilleur. Ouais, du coup, c'est moins hygiénique entre guillemets. Ouais. Voilà.
Oui, je sais pas. Oui, peut-être. Non mais hier, des fois on dit que les hommes c'est impulsif, c'est comme ça, c'est une fois par jour et puis derrière la femme est peinard, il ira pas voir ailleurs. Tu vois? Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Mais bon, pour le coup moi aujourd'hui ma vie sentimentale et sexuelle me convient bien. Voilà. Vous ne l'épuisez plus. J'essaye déjà de pas la fatiguer intellectuellement et moralement. Enfin ça c'est bien. Et est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs la raison pour laquelle vous avez eu que des filles? Alors la raison, je la connais pas, je suis pas scientifique de ce côté-là, mais il paraît que du fait que j'ai patiné pendant longtemps et que on va dire que mes coucougnettes étaient assez proches de la glace, il paraît que ça favorise pas à pouvoir faire des garçons d'avoir on va dire un sperme proche du froid. D'accord, Voilà. ok. Donc en fait vous avez congelé vos testicules à force de faire du... Bah je sais pas si elles sont congelées, mais enfin en tout cas sinon elles seraient pas arrivées jusqu'au bout. Mais en tous les cas, bon, je suis très très fier de ma famille. J'ai une très belle famille. Ah bah beaucoup de femmes. Ouais. J'ai 3 filles qui sont avec une personnalité complètement différente des unes des autres, alors qu'on les a élevées de la même manière. On continue de s'épauler. Elles ont chacune évolué dans notre milieu artistique, mais avec une vision différente. Tu vois, là, bon, il y a Maya qui fait la danse, donc c'est plus le côté artiste sur scène. Il y a Luna qui est notre directrice de plateau, de régie plateau en arrière-boutique. En ce moment, elle est chez Astérix, elle grimpe, elle est artificière aussi, donc un petit boulot de manager technique. Et puis il y a la dernière qui fait des études de commerce international, donc elle, peut-être qu'à L3, demain, elles géreront un chapiteau ou un cabaret spécialisé glace. Peut-être. Est-ce que vous avez voulu une quatrième fille, pardon? Ou un quatrième enfant? Non, je pense le troisième enfant, Olivia, elle a beaucoup hésité. C'est-à-dire qu'elle en avait envie. C'est presque une grossesse nerveuse. Je dis, écoute, s'il faut faire un troisième, on fait un troisième. Avec un peu de chance, ce sera un garçon. Ouais. Finalement, non. On se voyait pas avoir un quatrième. C'est lourd quand même, 3 enfants. Faut les élever, faut les assumer. Derrière, faut que tu passes d'un minibus à un bus complet. Ouais, c'est ça. Quand tu pars en vacances avec que des nanas, il faut 2 valises par nana. Tu vois ce que ça peut donner? On part en classe affaires avec Philippe Candeloro. Est-ce que vous êtes radin? Je suis pas, alors, comme je dis toujours, je ne suis pas radin, je suis plutôt économe. Et il y a des nuances dans moi, je suis contre le gaspillage. De toute façon, tiens, encore ce matin, je vais faire des courses, je vois une bouteille d'huile d'olive à 15 balles, ben j'ai pris celle qui était en dessous parce qu'elle était qu'à 8 balles. Parce que je me dis qu'à 15 balles, une bouteille d'1 litre d'huile d'olive, je dis putain, mais c'est super cher. Il y a pas si longtemps, c'était encore que 11 balles. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, donc tu te dis, bah non, à un moment donné, bah tant pis, on va se restreindre un peu sur la manière, au lieu de rester comme ça 2 secondes sur le versement de l'huile, bah tu feras tac. Ouais, c'est un peu radin quand même. Non, je suis... pour moi, c'est important. Ça m'emmerde de payer un truc qui les vaut pas. Il y a toujours un prix maximum pour moi quand je vois un paquet de gâteaux. Tu vas pas payer un paquet de gâteaux à 3,50 sauf si t'es dans le désert et que ça fait une semaine que t'as pas bouffé. Mais vous faites des trucs un peu bizarres, genre enlever un fruit, vous savez, sur la balance quand vous achetez. Non, alors, mais en fait, d'abord tu regardes le prix au kilo. D'accord. Pas besoin de peser pour après enlever, tu vois. D'accord, ok. Oui, bah oui, c'est vrai. Mais c'est pas con. Bah oui. Mais vous avez des petites techniques comme ça dans les magasins pour payer moins cher Non, parce que d'emblée, en fait, je me dis déjà, est-ce que j'en ai vraiment besoin? D'accord. Ça fait partie de mon truc anti-gaspillage. Mais ça a été un souci, ça, pour votre femme ou pas, le fait que vous... C'est encore un souci pour Olivia quand elle dit, mais c'est infernal. Bah, l'histoire de l'huile d'olive, là, ce matin, c'était infernal. Elle dit, quoi, t'as pas acheté la grosse bouteille, mais dans 3 jours, il y en aura déjà plus de celle-là. Bah, c'est pas grave, j'y retournerai ou j'irai dans... Elle vous le reproche vraiment, ça, d'être... Elle me reproche de pas lâcher prise, en fait. Sur le pognon. Sur le pognon, parce que moi, je dis, encore une fois, pourquoi je suis comme ça? C'est parce que quand je me sentirais peut-être assuré ou rassuré, peut-être que je perdrais ces envies de bosser, ces envies d'aller au charbon, des envies de construire, de produire. Et il faut jamais se dire qu'on est à l'abri. Parce qu'en fait, ça peut tout dégringoler en moins de 2. Même quand on gagne bien sa vie dans ces milieux-là. Les questions de turbulence, c'est maintenant la zone de turbulence. On y va. Quand on s'appelle Philippe Candeloro, on gagnait combien par mois sur France Télévisions? C'est même pas une question par mois puisque c'était un prix par jour occupé. Ouais. Donc voilà, ça pouvait être 10 000 à l'année et puis 25 000 à l'année. D'accord. Il y avait des variantes puisqu'on n'était pas toujours occupé de la même manière. Philippe, vous avez gagné combien pour faire Mask Singer? Voilà, c'est secret polichinelle et secret professionnel qui est inscrit dans mon contrat, donc je ne pourrais pas te donner la somme. Est-ce que c'est entre 50 et 100 000 euros? Non, c'est beaucoup moins. C'est moins de 50 000 euros? C'est moins, et c'est toujours comme Danse avec les stars, c'est-à-dire que tu as un prix de base au départ, et puis ensuite, plus tu fais de prime, plus tu as le choix. Soit tu prends un package
Ouais. et tu dis bah au pire même si je reste jusqu'au bout je prends que ça. D'accord. Soit tu dis je prends un minimum et derrière à chaque prime tu prends chaque prime mérite salaire. C'est entre 20 et 30 000? De quoi l'ensemble? Parce que Singer. Écoute, je peux pas te dire Bah, 20 et 30 000. allez, dire entre 10 et 30. 10 et 30, Voilà. d'accord. 10 et 30 000 euros. Pour Danser avec les stars, vous pouvez le dire ou pas? C'est pareil. Pareil. C'est le même mode de fonctionnement. D'accord. Ce que je trouve plutôt pas mal. Moi, je préfère la performance, c'est-à-dire que t'es payé à la performance. D'accord, Plus ok. tu grimpes, plus Et tu gagnes. montes, ouais. Voilà. Le chroniqueur ou la chroniqueuse de TBT9 que vous ne pouvez pas encadrer, est-ce qu'il y en a un ou une? Bah, à part Jordan Deluxe, je vois. Oh non, c'est méchant ça, non mais c'est pas cool. Mais non, ouais. Je crois que Gilles Verdez, c'est pas trop votre délire, si je me trompe pas. Non, moi, alors, Gilles Verdez, je trouve que par moment, il a des bonnes interventions. Ouais. Et d'autres, parfois, parce que je pense que c'est une commande, encore une fois, en lui disant, bah, toi, ce soir, tu seras contre. Ouais. Donc, même si t'aimes bien cet invité, Ouais. bah, on va te demander d'aller au charbon et de lui rentrer dans le lard. Et c'est là où c'est un peu décevant parce que moi, Gilles Verdez, j'ai rien contre lui. Comme tous les chroniqueurs qui sont là, souvent, ils sont assez bienveillants envers moi parce qu'ils savent peut-être aussi que j'ai un peu de répondant et comme je suis pas mal apprécié, ils vont peut-être pas me fracasser de trop. Et je trouve c'est ce qui est décevant, c'est que quand tu fais confiance à des gens et que tu comprends pas pourquoi ce jour-là, ils ont décidé de t'en mettre plein la gueule. Il dit ce qu'il pense, hein, Gilles Verdez. Hein. Franchement, sincèrement, hein, pour être avec lui, Oui. il Mais dit pas de dire il un est truc. utile dans l'émission. Ouais. C'est ça que je veux dire. Parce qu'il a un avis contraire. S'il y avait une chroniqueuse, et si vous n'étiez pas en couple, qui pourrait vous plaire dans l'émission, ce serait qui, Philippe Dans Candeloro? l'émission quoi, de tout beau tout neuf. Ouais. Bon, moi, toutes. Toutes. Bah écoute, Non. même Morini Bosque. Mais Morini Bosque, Mais c'est non, quoi? je déconne. Non, sincèrement, faut que vous Ça ferait répondiez. pas le même rapport. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais je sais pas moi. Je connais pas. En plus, je connais pas les noms. Il y en a une qui vous aimez bien? Mince, ça qui était avec nous à la grosse rigolade là. Qui était en grosse face- rigolade. C'était pas une chroniqueuse. Ah, bah, une c'était invitée. Isabelle Morini Bosque. Non, il y avait Isabelle et il y avait Ah, Polska! Polska. Ah, vous aimez bien Polska? Bah oui, mais il y avait qui d'autre? D'accord. Ah, ça, Polska. Comme je regarde pas tous les soirs, si tu Ouais. veux, je connais pas tous les noms. Et, Polska, vous lui feriez bien danser un petit coup de patinage. bah, écoute, voilà, c'est tu me demandes laquelle. Ben là, Il y a- il y a qui elle, d'autre elle est plus jeune, hein. Et qui d'autre? Ah bah, En tant qu'à faire, si c'est tu me dis que c'est mon dernier coup, que j'ai pas de femme, j'ai rien et je suis pas tant qu'à faire, je prends la plus jeune. ouais, d'accord, ouais, c'est bien. Bon, vous avez raison, mais faites-vous plaisir. Elle va être ravie de le savoir. Est-ce que vous êtes déjà fait protéger par la police, Philippe Candeloro? Non. Jamais. Enfin, j'ai pas le souvenir. Je sais qu'une fois la police nous a escortés à la sortie de Drop là, Ouais. parce qu'en fait on avait des paparazzis qui nous suivaient. Ah, d'accord. Après c'est plus de la garde un peu rapprochée, mais j'aime pas ça. J'aime pas parce que moi je me sens tellement libre de me balader à droite à gauche dans n'importe quelle circonstance que je me dis que ça fait partie de ma vie et si je commence à me faire entourer par la police, c'est ce Ouais. qui va m'attirer des ennuis. Qui sont les soi-disant amis que Nelson Montfort avait et qu'il n'a plus maintenant qu'il est parti de France Télévisions? Bah beaucoup de ses confrères de France Télé, il m'en parle souvent, il est assez déçu en fait de pas recevoir en fait de nouvelles, Messages, ouais. de messages de ses anciens collègues. D'autant plus qu'il y en a Collègues. bah les services du sport hein, Ouais. notamment hein. Ouais. Euh, Il a été lâché, quoi. Bah en fait, c'est pas ça, c'est que les gens oublient très vite que t'as passé 20 ans ou 30 ans ou 40 ans à leur côté et c'est souvent un peu le drame hein, dans Et ça lui fait de la peine à Nelson, ouais. Ouais, alors comme il dit, il a changé de téléphone il y a pas longtemps, il a perdu plein de contacts. Et il a une phrase qui sort souvent qui je trouve assez bien, il dit le téléphone sonne moins depuis que je suis parti de France Télévisions, mais il sonne mieux. Ouais, parce que c'est vraiment des gens qui sont là pour Et lui. comme il a perdu les contacts, au fur et à mesure les gens continuent de taper. Renvoyer les messages. Donc ça veut dire que ceux qui t'appellent, c'est ceux qui veulent prendre des nouvelles, donc ceux qui t'aiment bien. Les autres, ça te permet de faire du ménage. Voilà, et je trouve ça assez bien. Philippe Candeloro en spectacle, chers amis, c'est ce que je vous propose, avec évidemment Sapatine à Tokyo, avec Nelson. Alors, 11 janvier à Enghien-les-Bains, le 16 janvier à Chauny, le 24 janvier à Barbière, le 30 janvier à Lens, le 13 janvier à Goussainville, 12 février à Biarritz, le 13 février à Bordeaux, le 14 mars à Oulgat, le 28 mars à Bourbon-Lancy, et puis le 18 avril à Deauville. Donc c'est bien, hein, vous avez une sacrée Ouais, programmation. là on vient de signer aussi pour Avignon, on va faire une semaine Super. d'Avignon début juillet. On a plein de trucs là. Maintenant que les élections aussi vont passer, ça Ouais. va être beaucoup plus facile parce que les maires qui nous aiment bien, les services culturels qui nous aiment bien ils vont achètent pouvoir le spectacle. retrouver voilà des Il faut savoir que c'est les maires qui achètent le spectacle. pas Et puis, toujours, mais en tous les général. cas là sur notre dossier, c'est de la vente de session, donc forcément c'est les villes qui prennent en charge le Et puis, spectacle. le spectacle Marchand de sable, je vous propose de regarder un extrait avant de terminer cette émission, chers amis.
Connaissez-vous l'histoire du marchand de sable? Réservé évidemment avec le petit QR code. Merci beaucoup. Bah, Philippe merci Candelo. pour la petite promo. C'est un Magnifique. très beau C'est spectacle très beau. en famille. Et je vais venir avec ma famille, je vous promets que je viendrai sur Paris. Hein, voilà. Avec Et puis j'aimerais aussi vous voir avec Nelson Montfort. Oh bah dis donc, ça va en faire des trucs à faire. Hein. Ah, non, là, t'es occupé jusqu'à 2028, toi. Exactement, avec T'as même plaisir. pas pouvoir te présenter au présidentiel. Oh bah alors là, Si tu te présentes, je vote pour toi. ah Que merci tu beaucoup. sois mélanchoniste ou bardellatiste. Non, ce sera Deluxien pour moi. On se retrouve très vite pour un nouveau Jet Deluxe. Je vous embrasse très fort. On va passer un moment avec j'allais dire Nelson Montfort, c'est marrant. C'est réciproque. Ouais, moi aussi. Comme d'hab. Salut, Salut. Mister. Allez, on atterrit là. À bientôt. Ciao, ciao. Bisous. On atterrit.